Monsieur le bâtonnier, vous aviez évoqué cette idée de rencontre territoriale de droit public, notamment lorsque vous m'aviez fait le plaisir et l'honneur de me convier aux universités d'été de la conférence des bâtonniers sur le thème justice et territoire dans lequel j'étais intervenu. Et je sais que c'est un projet qui vous tenait à cœur et qui était important, je crois. Ça m'a donné le plaisir aussi de revoir notamment le bâtonnier Degas, vu à Lyon pendant plusieurs années. Et ceci, d'ailleurs, démontre bien, effectivement, l'intérêt de la juridiction administrative pour ces rencontres. Thomas Andrieux l'a dit tout à l'heure, et je partage évidemment, et je confirme ses propos pour vous dire combien la juridiction administrative est attentive à ses relations avec les avocats et à ces moments d'échange. Vous le savez bien, et même si la cour est à Toulouse, vous le savez bien que je vous fais petite anecdote. J'ai signé des ordonnances de rectification d'erreurs matérielles où il y avait marqué cour administrative de Montpellier. J'en ai signé 3. Bon. Dont une à ma signature, donc c'est moi-même. Alors, je me suis interrogé, d'ailleurs, je me suis dit, soit c'est des hackers du barreau de Montpellier, bon, soit c'est un acte manqué moi-même, bon, peut-être. Soit c'est l'intelligence artificielle, peut-être qu'elle voit dans le futur, peut-être qu'en 2500 ou je ne sais quand, il y aura une cour administrative d'appel à Montpellier. Alors, pour revenir plus sérieusement à notre sujet, je crois que c'est important, ces moments d'échange, et vous savez que j'y suis très attentif. On s'était croisés à Bordeaux nous-mêmes dans un autre moment d'échange avec les facultés du sud de la France, au colloque des 70 ans des tribunaux administratifs. Il y avait eu aussi le colloque organisé par le tribunal administratif de Montpellier dans lequel j'étais intervenu et qui était organisé avec le barreau de l'université. Je crois que cette matinée est tout à fait révélatrice de l'intérêt de ces échanges et vous avez eu effectivement le souci et je crois le bonheur d'y associer également, outre les magistrats, l'université. On a eu des interventions très, très stimulantes, je trouve, des deux universitaires et qui sont intervenus en particulier sur la table ronde numéro 2. Je crois qu'il y a beaucoup d'idées. On est très intéressé d'ailleurs par cette thèse sur l'intelligence artificielle et le contentieux administratif. Donc sachez que la Cour administrative d'appel de Toulouse est très très ouverte, bien entendu, sur ce type de manifestation. Elle le restera. Elle est d'ailleurs bien représentée ici aujourd'hui. Mais la juridiction administrative en général, il y avait Thomas Andrieux pour le Conseil d'État, et vous aviez des magistrats des deux tribunaux administratifs du ressort les plus proches, Nîmes et Montpellier, ce qui démontre bien, je crois, l'attachement de tous les membres du ressort de la Cour administrative à ces échanges qui, encore une fois, sont un moment privilégié pour croiser nos idées, réfléchir à nos pratiques, et le thème de ce matin était particulièrement stimulant. Je vous félicite enfin pour la transformation de ce lieu, que j'ai connu, non pas en tant qu'ancien élève de l'EFAX, dans un autre temps aussi, et en particulier, et je reconnais votre habileté, par la création d'un bar, au fond. Je crois que vous allez ainsi accéder à l'immortalité, car, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, ça deviendra le bar Rosier. Si vous voulez que j'assiste à l'inauguration de la pose de la plaque, c'est bien volontiers. Merci, Monsieur le Président. Là, vous me mettez un peu la pression parce que ça veut dire à quel point le temps du bar se rapproche et il va falloir que je mobilise encore un tout petit peu l'attention de nos auditeurs quelques instants. Merci infiniment à vous tous. En cette fin de matinée, je vais faire un peu l'économie du protocole et saluer donc l'ensemble des distingués invités. Merci à tous d'avoir organisé à nos côtés ces premières rencontres territoriales de droit public. C'est en effet une première édition. Nous pourrons dire j'y étais, comme à l'inauguration du bar. Et c'est déjà un beau succès. Donc vraiment, merci à tous et à toutes. Je dis bien première parce que nous avons déjà rendez-vous l'année prochaine, selon toute probabilité, à Bordeaux, puisque la bâtonnière du barreau de Bordeaux, Caroline Avessière, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, s'est déjà portée candidate pour organiser la deuxième, et je ne dis pas seconde, édition à Bordeaux l'an prochain. Je peux évidemment pas clôturer ce colloque sans adresser quelques remerciements spécifiques. D'abord à toi, Maxime, notre bâtonnier de Montpellier, pour la qualité évidemment de ton accueil et ton aide dans l'organisation de ce colloque. Au bâtonnier Serge Degas, ancien bâtonnier de Lyon et président de la commission numérique de
de la conférence des bâtonniers pour la construction des discussions. Et last but not least, à mon ami Patrick Lingibet, au bâtonnier Patrick Lingibet, membre du Conseil national des barreaux, qui porte ce projet depuis un certain temps déjà, avec le souhait que, évidemment, je partage et auquel j'ai adhéré, de redynamiser le droit public, et ce sur l'ensemble du territoire de l'Hexagone aux Outre-mer. Alors je me réjouis de cette collaboration entre nos différentes institutions, la conférence, le CNB, le barreau de Montpellier. Je pense qu'il est bon que nous puissions au maximum travailler tous ensemble. Et je voudrais aussi remercier bien sûr l'ensemble des intervenants qui ont bien voulu nous rejoindre pour cette toute première édition, à commencer bien sûr par le Conseil d'État, dont Hélène a eu l'occasion de le dire en ouverture. La présence aux côtés nous honore. Vraiment merci infiniment Thomas Andrieux de votre présence ce matin. Nous l'avions évoqué lorsque nous étions croisés au Conseil d'État. Vous l'avez compris, ce n'est que le début de ces rencontres territoriales et donc nous comptons sur vous, évidemment, et sur le Conseil d'État pour les prochaines éditions. Choisir de lier le droit public à la thématique de l'intelligence artificielle révèle à quel point le droit public est véritablement ancré dans les évolutions, les révolutions, j'oserais dire, de notre société. Le droit public peut parfois avoir une image un peu austère, un peu poussiéreuse, un peu ennuyeuse, diront certains, et cette matinée montre au contraire à quel point le droit public est en prise directe avec les enjeux fondamentaux de notre époque. Malheureusement, les étudiants, et nous le déplorons, s'y intéressent encore trop peu à l'université comme dans les écoles d'avocats. Et ça, c'est peut-être un nostra culpa que nous devons faire. Peut-être qu'il nous appartient de mettre un peu plus en valeur sa richesse et sa puissance. C'est pourtant un domaine dans lequel il y a à l'évidence beaucoup de débouchés, du droit de l'environnement au droit des étrangers en passant par le droit de la commande publique. Et je forme vraiment le vœu que ces rencontres territoriales permettent peut-être d'attirer demain, et c'était de ce point de vue très intéressant qu'on ait aussi l'université, mais que ce soit l'occasion d'attirer vers le droit public de plus nombreux étudiants, car au regard des enjeux nombreux, nous avons besoin de juristes, d'avocats, d'universitaires, de spécialistes de droit public pour continuer en effet à faire avancer cette matière extrêmement riche. Et je le disais, le droit public a su épouser les grandes évolutions de notre société. Je peux citer à titre d'exemple les modes amiables. L'amiable est aussi dans le droit administratif, puisque en 2015, Jean-Marc Sauvé avait appelé à l'émergence d'une véritable culture de la médiation dans les services de l'administration. Ça fait partie des domaines qui nous intéressent tous et qui peuvent aussi trouver leur place dans cette justice administrative. Et bien sûr, il y a l'IA, le sujet dont tout le monde parle. Vous le savez, le 19 septembre dernier, nous y avons consacré notre grande rentrée. Et au cours des tables rondes, des différentes tables rondes, dont une portait sur la formation des élèves avocats à l'IA, une membre de l'association des représentants des élèves avocats de France se faisait la porte-parole de ses camarades en indiquant qu'ils étaient parfois un peu perdus dans le flot d'enseignement concernant l'IA, et c'était effectivement assez intéressant. Je rejoins par ailleurs Hélène sur les réticences contre toute attente que peuvent parfois avoir les élèves avocats et nos jeunes confrères. Elle demandait davantage de cours de droit public consacrés à l'IA. Alors j'ouvre la porte, peut-être pouvons-nous méditer sur ce sujet, et peut-être que ces rencontres finiront par accoucher d'un cours de droit public qui pourrait être enseigné dans les écoles d'avocats. Qui sait ? En tout cas, la porte est ouverte. Si de nombreuses interrogations subsistent quant à l'ampleur de son potentiel et ses futurs développements, on en a abordé ici un certain nombre, nous savons tous que l'IA est devenue incontournable dans notre univers, et on voit à travers les réflexions que vous avez eues ce matin, et encore une fois, mille excuses de les avoir prises en cours de route, mais que ces réflexions ne manquent pas, au premier rang desquelles l'équilibre entre intelligence artificielle et liberté publique. C'est un thème qui a été
assez largement abordé. Comment en effet garantir, protéger ces libertés auxquelles je crois qu'ici nous sommes toutes et tous particulièrement attachés. Nous savons en effet que l'intelligence artificielle pose un certain nombre de problématiques qu'il convient de saisir dans toute leur complexité pour envisager la bonne manière de les protéger au besoin. Je pense par exemple à la question des biais algorithmiques ou encore à l'utilisation d'images captées dans l'espace public. Ces systèmes de vidéosurveillance algorithmique, on nous avait promis, mais on sait qu'il faut de temps en temps se méfier des promesses qu'on nous fait, que ces vidéosurveillances algorithmiques seraient limitées dans le temps à l'occasion de la séquence des Jeux Olympiques. Et puis nous entendons, comme par hasard, notre Premier ministre, dans son discours de politique générale, nous dire que peut-être il faudrait penser à la généralisation de leur utilisation. Évidemment, il faudra que nous soyons extrêmement vigilants. Je pense aussi bien sûr à la menace sérieuse que peut représenter l'avènement de l'IA pour notre culture juridique de droit continental. Ça, c'est vraiment un thème que nous abordons au CNB et nous ne sommes pas les seuls. Le ministère de la Culture s'y intéresse, beaucoup de gens s'y intéressent, mais on a vraiment un enjeu de préservation de notre modèle pour une raison évidemment assez simple, qui est que les outils d'IA sont quasi exclusivement conçus et entraînés en anglais à partir de données en langue anglaise. Seuls 0,2% des données d'entraînement des modèles d'IA sont françaises, nous expliquait en 2023 Jean-Noël Barrot, qui était encore à ce moment-là ministre en charge du numérique. Ce sont donc en l'état majoritairement les concepts de droit anglo-saxon qui sont véhiculés et il est donc impératif que nous ayons conscience de cela et de l'implication qui doit être la nôtre dans le développement des outils pour défendre la spécificité des concepts qui nous sont propres. Et soyons clairs, le temps presse. Ces réflexions, nous les menons bien sûr au sein du Conseil national des barreaux, notamment grâce à l'énergique intervention d'Hélène Lodic-Baron, vice-présidente que vous venez d'entendre sur cette dernière table ronde et qui pilote les travaux sur l'intelligence artificielle. Donner les moyens à chacun de s'approprier les outils de l'IA, de s'initier à l'IA, ouvrir la voie aux confrères, les embarquer dans cette révolution. C'est évidemment la démarche dans laquelle nous sommes résolument engagés, une démarche qu'il nous faut partager, comme cela est fait ce matin, car comme toujours, et je le disais aussi, l'union fait la force. Il est bon que nous partagions nos travaux, nos recherches, nos réflexions sur la matière et sur la manière d'avancer collectivement, car nous sommes toutes et tous concernés et intéressés pour une meilleure préservation de nos libertés fondamentales. Ça a été rappelé aussi, je crois, à l'instant par Hélène. En 2020 déjà, le CNB partageait avec le Conseil d'État, l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation une déclaration commune. Donc, dès l'origine, nous avons fait ce pari d'avancer ensemble. Cette déclaration était une première étape. J'ai entendu l'idée effectivement d'une charte, mais cette déclaration était effectivement une première étape, préalable au développement de l'intelligence artificielle générative, car c'est au départ, ne l'oublions pas, grâce à l'open data, que l'on peut entraîner cette IA générative. Et cela nécessite évidemment un très grand nombre de données. Thomas Andrieux a rappelé un certain nombre de valeurs qui étaient en effet les principes de la charte qu'on pourrait reprendre, puisque la question se pose aujourd'hui peut-être du contenu d'une nouvelle charte sur l'IA générative. Les 5 principes de la charte éthique de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice qui avaient été adoptés par le CEPEJ en 2018. Ces principes, on les retrouve et vous les avez plus ou moins cités. C'est le respect des droits fondamentaux, la non-discrimination, la qualité et la sécurité, la transparence, la maîtrise par l'utilisateur. J'ai entendu que vous aviez ajouté aussi la soutenabilité, qui semble en effet aujourd'hui un sujet qui nous préoccupe. Et tous ces thèmes-là, tous ces principes-là sont encore aujourd'hui évidemment d'une grande actualité. Et dans cette déclaration, donc à l'époque Bruno Lasserre pour le Conseil d'État, Louis Boré pour l'Ordre des avocats au Conseil et Christiane Ferral-Schul pour le CNB, avaient effectivement appelé à poursuivre les travaux pour mettre en œuvre des dispositifs de régulation et de contrôle, tant au niveau des algorithmes utilisés pour l'exploitation des bases de données, des décisions de justice, que de la réutilisation des informations qu'elles contiennent. Cette déclaration appelait aussi bien sûr à la désignation d'une autorité publique chargée de cette régulation et de ce contrôle. Ça aussi, c'est un sujet dont nous devons nous emparer. Bien sûr, quelques années plus tard, 4 ans après, l'IA a pris davantage de place encore, raison pour laquelle ces travaux et notre concertation doivent se poursuivre, voire en effet s'intensifier, parce que la justice
justice doit bien sûr bénéficier de l'attention qu'elle mérite et ne saurait être appréhendée évidemment comme n'importe quel champ d'investissement. Voilà, donc c'est à nouveau une invitation à continuer à ce que nous travaillons ensemble, à consolider les liens entre nous et à consolider évidemment les garanties qui permettront le respect des droits fondamentaux. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut dire que le bar rosier est ouvert ?